Je crois qu'en fait, mes présidents successifs ont réalisé que, le fait que le vignoble soit vert était, non pas un choix, mais une obligation et dans les changements sociétaux qu'on vit tous en tant que citoyens et culturellement, globalement à l'échelle mondiale, le vignoble ne peut pas passer à côté de ces transformations et donc le syndicat a souhaité, au-delà, de ses compétences, d'organisme et de défense, et de gestion, avoir une personne ressource en interne et accompagner ces viticulteurs et défendre ces viticulteurs en interne, sur ces thématiques-là. On va parler un petit peu d'arbres, on va zoomer, on va continuer de zoomer. Je vais continuer sur le bel exposé de Simon. Je ne sais pas si le mien sera à la hauteur, mais enfin, du coup, vous pouvez faire la sieste éventuellement. Je vais rester sur le domaine tasquier parce qu'effectivement, tu l'as sous-entendu, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que là, il y avait un combat et un combat qui aurait pu durer. Et toutes ces techniques, toutes ces pratiques ont fédéré, ont fait converger toutes les viticultures, toutes les approches du paysage, de la biodiversité, de la préservation, de l'eau, etc., dans une zone aride qui a brûlé. Et ça veut dire qu'on peut continuer à faire de la viticulture qui dure par nature en conservant la tortue, ce qui était vraiment pas gagné. C'est-à-dire qu'il y a autant, on n'a pas changé le cahier des charges, on n'a rien modifié et on peut faire circuler librement des tortues. Donc du coup, conjuguer production, c'est pas tout à fait le début ça, mais enfin bon, on commence par les ronces, qui est une plante, ce sont des plantes absolument essentielles en agroforesterie. J'en profite pour resaluer Régis Ambroise quand même, parce que on n'était pas très nombreux en 2006, 2007, 2008 à œuvrer pour l'agroforesterie, n'est-ce pas? Au ministère de l'Agriculture, il y a un peu de chemin qui a été fait entre-temps. C'est à moi de jouer là? Produire, prévenir, perdurer, paysager, protéger des paies, on peut en mettre une douzaine sans problème. De l'urgence de sortir de ces crises agricoles, ces crises de l'agriculture, de la réparation, de l'agriculture, de la punition, pour rentrer, je crois, dans l'agriculture de la prévention. Et je crois que c'est vous, madame, qui nous avez montré la belle définition de l'agroécologie et qui permet justement, je crois, de passer un cap, pour y avoir un peu œuvré. À mes heures perdues, Arbres et Paysages 32, c'est mon employeur. Vers de Terre Production, c'est notre chaîne YouTube, aussi un centre de formation. Arbres et Civilisation, c'est une corporation des agroforestiers, une corporation où on réunit des gens qui vont certifier des personnes, des projets et des produits. Vous pourrez bientôt manger des produits de l'agroforesterie. Et puis des partenaires de longue date, architectes du vivant, sur la taille physiologique, la taille dite douce, et puis la belle vigne. Tout ça pour dire que en agriculture et en agronomie, on y va souvent ensemble, parce que ça reste des sujets complexes. Vous avez évoqué le territoire, les façons de faire. On a reparlé des groupes anciens et des groupes nouveaux. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle GI2E, si ma mémoire est bonne. On y est toujours allé ensemble. On a parlé de changement climatique. Moi, je parle beaucoup de choc climatique. Le GIEC nous avait prévenu. Pour le coup, on est en plein dedans. Alors, pourquoi les compagnons de l'humification? Parce que dans 97% des cas, dans toutes les viticultures, on perd du carbone, de la matière organique, donc de la fertilité. Donc, il va falloir qu'on mette un indicateur de résultat sur la fertilité des sols, ce qui manque dans tous les labels, dans toutes les chartes, dans les 64 existants aujourd'hui. Je cite Gérard Dussert, puisque on parlera de plantes bioindicatrices, ça nous a fait un bien fou. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a juste des plantes dont on n'est pas l'utilité. Il n'y a pas d'adventice, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvaises herbes. On passe notre temps à lutter contre, mais ça n'existe pas. Il n'y a même pas de plantes envahissantes. Gérard Dussert, il dit... L'érosion, c'est les prémices de la désertification. Et les civilisations s'effondrent, il en est de nombreuses, le croissant fertile en premier lieu, qui s'effondrent quand il n'y a plus de végétaux et plus d'arbres. Donc ici, je mets une mosaïque de ce que pourrait être un paysage agroforestier très, très classique, très schématique, où je fais un petit peu rentrer l'arbre dans le domaine en tant qu'élément de production, élément de décor. Moi, je mets l'arbre comme un outil de production avant tout. Pas de contemplation, mais de production. Et pas que de fruits et de bois, mais de données agronomiques. Et puis j'ai la ripisylve, tout le monde connaît le terme de ripisylve, ripi, berge, sylve, forêt, j'y reviendrai tout de suite. La connexion, le maillage, les trames vertes, les trames grises, les trames bleues, les bouquets, les bosquets, la vigne dans un paysage
dans un paysage fertile, qui va à la recherche de ses plantes compagnes, de sa guilde et de ses auxiliaires. Place du Bois a été évoquée, de l'importance de réarbrer, puisqu'on les a désarbrés ou démembrés ou remembrés les territoires, de réarbrer les territoires. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Un petit peu d'histoire, évidemment, parce qu'on n'a pas inventé grand-chose, on l'a remis probablement en perspective. Du bon sens paysan, et puis je le disais tout à l'heure dans le débat, d'être capable de capter beaucoup d'énergie solaire, parce qu'on n'en manque pas, pour le coup. À l'origine, la vigne, elle est là. C'est-à-dire qu'elle fait un raisin bleu petit pour les oiseaux. Vous avez fait un travail fabuleux, magnifique, on vous aime, continuez à faire des bons canons. En français, dans le texte, ça veut dire ça. Mais au départ, c'est un petit raisin bleu juste pour attirer les oiseaux. Ici, l'oiseau défèque, pose un produit essentiel qui s'appelle le guano pour faire pousser la vigne. Une vigne qui va bien, c'est une vigne qui chante l'oiseau. Donc ça, c'est un indicateur extrêmement important et intéressant. Et ici, la vigne germe à nouveau dans la ripisylve, dans son milieu. J'ai mis une de ces plantes compagnes. Il n'y a pas de recette. J'ai mis une de ces plantes parce qu'elle est peu connue. Les Étrusques, les Romains et d'autres les ont acculturées. C'est l'érable champêtre qui lui aussi se trouve dans la ripisylve. En Italie notamment, mais pas que. Tous les systèmes de vignes mariées sont sur les érables champêtres, tous ou presque, ou les mûriers. Et puis je vous remets quand même, parce que ça fera peut-être l'objet de discussions diverses et variées, je vous remets pour mémoire le système originel de la plante vigne. C'est tout sauf ce qu'on a aujourd'hui dans le commerce. Et ça sera déterminant pour les pratiques en agroécologie. Il y aura des petits ajustements à faire pour retrouver le pivot central de cette plante qui a aujourd'hui un point hormoné sur une bouture qui lui cause quelques désagréments. Notre plaidoyer dans nos unités, c'est planter la vigne pour 100 ans, si vous en êtes d'accord. Aujourd'hui, c'est 22-25 ans où ça bascule. Oui, on peut discuter des chiffres, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Et quand ça commence à déconner, qui plus est face au choc violent, c'est 25 ans. Le houblon est aussi né dans la ripisylve. Mais on le voit plus fréquemment. Et la voilà dans un territoire un peu désarbré. Et puis je remets en perspective le sarment. Vous avez sûrement fait l'essai quand vous mettez des sarments fin février dans un bocal avec de l'eau, même du robinet. 3 mois après, vous avez des racines, des feuilles et une petite grappe. Ça vous donne la richesse de ce truc qu'on brûle encore. Alors, pour faire cuire les entrecôtes, pourquoi pas, mais qu'on brûle, et de moins en moins, fort heureusement, dans le sarment, vous avez la fertilité de l'année qui est concentrée. Donc le sarment, par définition, doit retourner, c'est la ration du sol en agronomie, c'est la feuille, c'est la branche, c'est le bourgeon, et le sarment fait partie intégrante de cette opération. Je trouve ici, historiquement, du raisin rouge et du raisin blanc, donc ne me demandez pas l'appellation, elle n'est pas contrôlée celle-ci. Le truc qu'on trouve dans les campagnes par-ci, par-là, mais il y a aussi des pommes. Et vous avez des ceps qui sont collés, donc la distance n'a pas d'intérêt, parce que la question est, est-ce que je plante les arbres à 1, 2, 3, 4, 5 mètres? Est-ce que je plante la vigne ou les arbres, peu importe? Mais non, vous les collez le plus possible. À partir du moment où vous avez les bonnes plantes au bon moment et que vous les avez connectées, mis en symbiose, elles vont pousser. Simplement, on voit ici, pour rentrer un petit peu dans ces pratiques agroforestières, on voit ici, spontanément, l'agriculteur ou l'agricultrice, je ne sais pas, fait ce qu'on appelle une angulation. C'est-à-dire qu'ici, on travaille bien l'arbre pour passer les moutons de temps en temps, mais on taille l'arbre pour que la vigne ait sa juste quantité de lumière annuelle l'année précédente sur le bourgeon pour fructifier. Donc il n'est pas envisageable de planter un arbre à quelque distance que ce soit de la vigne sans le tailler, sans le gérer, sans s'en occuper. On est sûr qu'au bout de quelques années, ça ne peut pas fonctionner. C'est tout le débat qu'on pourrait avoir sur... on a beaucoup entendu l'agroforesterie, agrofumisterie, etc. Il y a encore eu un article dans un média important, ça marchera jamais, ça va pomper l'eau, etc. Simon l'a bien dit, enfin, les arbres hydratent les milieux qui se dessèchent.
Faut peut-être pas inverser les principes. Vous en avez 2 900 000 hectares en Extrémadure. C'est la DSA, dans laquelle on produit du pata negra. Ça va très bien avec les vins du Châteauneuf-du-Pape. Que tu m'as dit de le dire combien de fois? C'est pour mes bouteilles. Hein, donc la clé de sol, hein, d'où le logo, ça passe... pardon, j'ai pas présenté l'autre. Et puis vous voyez ici, un jeune frêne hyper dynamique au bord d'une route, il est en train de se faire littéralement envahir par une vigne. Donc, tu dis, mais est-ce que tes arbres, ça va pas concurrencer ma vigne? Mais déjà, c'est pas mes arbres. Et comment on fait pour que ça fonctionne? Je vous ai pas amené de réponse, mais je vous ai amené quelques éléments de la recherche, clairement, des techniques ancestrales, du bon sens, et puis des essais des uns, des échecs, des ajustements. L'idée, c'est peut-être de faire de moins en moins d'échecs. Hein. Ici, en Alsace, à gauche, le cerisier tenu, palissé sur le rang. Ad vitam aeternam. Nanifié, pour le coup, avec un porte-greffe qui lui correspond. Et puis, ici, le pêcher de vigne, hein, bien connu, pour ceux qui a déjà goûté du pêcher de vigne dans sa vie. Ben voilà. Impeccable. Quand on en a goûté, en principe, on s'en souvient. Rappelons que tous les fruitiers, les rosacées en particulier, Marc-André, il reviendra demain. Vous voyez que c'est Marc-André, le beau gosse avec une cravate, qui nous parle avec beaucoup de dextérité de vie du sol. Il y reviendra demain sur... Pourquoi ça vous fait rire, madame? C'est vrai. Vous aussi, vous le trouvez beau? Non? Ben, on lui dira. C'est drôle, c'est un très bon copain, rassurez-vous. Quand je me promène en Italie, voilà des constructions paysannes. Ça, c'est l'an dernier en Toscane, ça existe encore. Alors des parcelles entières, des bords de route. Là, j'ai pris les bords de route parce que j'ai envie de marquer les bordures. Donc ça, c'est des vignes qu'on s'entend et des arbres qui ont 100 ans aussi. Mais simplement, pour continuer à rentrer dans le sujet, vous voyez ô combien les arbres sont travaillés tous les ans. Dans cette pénurie de biomasse annoncée, ici, vous avez une machine qui en produit des quantités invraisemblables, indéfiniment et de plus en plus. Si nous sommes dans un monde fini, peut-être pas les arbres. Et puis, je mets volontairement cette image, parce que dans cette image, il y a une plante essentielle qui est le lierre, mais qui est vraiment essentielle, qui plus est pour la viticulture, dans des zones un peu plus arides, comme on peut les trouver par ici. C'est la salspareille, que vous connaissez probablement, s'il ne frotte pas trop la salspareille, qui prend le relais. Cette plante est essentielle, elle a 24 rôles de premier ordre dans les écosystèmes. Alors, il y a deux livres, je n'ai pas vu s'il était à la librairie, il y a plein de beaux livres dans cette librairie. À la Hulotte, vous connaissez la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, il y a 2 fascicules sur le lierre. C'est juste incroyable. C'est une plante qui fait jamais mourir les arbres. C'est une plante qui est pourvue d'idioblastes qui concentrent et condensent l'humidité de l'air. Plus il fait chaud, plus ça condense et plus ça réhumecte les champs mycorhiziens au service des plantes compagnes. Ça nourrit les insectes, on va en parler tout à l'heure. Ça nourrit les oiseaux, ça nourrit les chauves-souris, ça fleurit, phénologie inversée. C'est vraiment une plante absolument incroyable. Si on veut faire de la biodiversité en agriculture, qui plus est en viticulture, en voilà une qui doit être dans cette boucle nécessaire. Alors je reviens sur le lien, sur la liane. Dans une des définitions, on peut clairement dire la vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres et qui développe une vrille avec le nombre d'or pour toujours attraper une branche, fondamentalement. Je reviens un petit peu en arrière, on parlait des travaux de Guyot et d'autres, quand il a fait son tour de France, même si ça n'en est pas issu, mais ça ressemble un petit peu à cet inventaire qui est génial au demeurant. Parce que je parlais de convergence des viticultures, il y a une convergence des façons de faire. Regardez ces arbres géants. J'ai vu qu'en Savoie, récemment, je ne savais pas, ils coupaient des châtaigniers de 20 ans, ils les faisaient crever à 20 ans pour faire de la vigne pendant 30 ans dessus. Des arbres qui faisaient 12 mètres de haut. Ça s'appelle peut-être quelqu'un le sait, j'en ai oublié le nom. Pas les rognes, enfin, peu importe. Ici, vous voyez que l'arbre est toujours piloté au service de la vigne.
Hop là. Encore et toujours, avec tout un tas de formes, tout un tas de modalités, d'associations, j'y reviendrai, et de points communs, je serais tenté de dire. Alors une question d'échelle, puisque ici on monte et on tire des vignes extrêmement longues. J'avance un petit peu et là je montre des vignes qui s'allongent. Parce que c'est un sujet sur lequel on est nombreux à beaucoup travailler. Et puis vous voyez ici, 300 arbres à l'hectare. Ça rentre ça dans l'appellation ? Pourquoi vous riez ? Hein, je ne suis pas en train de dire... Moi, je vois des pièces agronomiques, je les étudie, je les assemble. D'ailleurs, on a renvoyé un étudiant en Italie en ce moment même pour sortir, même si elle est passionnante, hein, de la vision juste du paysage pour rentrer dans une vision très économique et très agronomique. Ici, j'ai des centaines d'arbres à l'hectare avec des vignes et ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est pas de dire est-ce que j'en mets 10, est-ce que je les mets à 3 mètres ou est-ce que j'en mets 50 ? Je peux peut-être en mettre autant que de pieds de vigne. Quoi, tu as 10 000 pieds, c'est peut-être un peu beaucoup. Le sujet, c'est de savoir comment je vais les gérer. Et donc ça, je l'ai mis pour Régis. Sympa quand même. Hein, cette photo, je l'ai mis pour Régis, mais pour vous autres, où là, je les ai montrés, maintenant je les nomme. Là, on parle clairement d'arbre tétard, de trogne. Il y a un bouquin de Dominique Mention, passionnant. Les trognes, l'arbre paysan en 1000 usages. Vous avez sur notre site ap32.fr une brochure de 24 ou 36 pages qui donne le bien fondé de cet arbre fabuleux, de cet arbre paysan. On ne sait pas si c'est les dinosaures, les castors, les mammouths, la foudre, le feu. En tout cas, les arbres réitèrent indéfiniment, ils sont toujours là. Sont les porteurs, sont les accompagnateurs, les régulateurs, les préveneurs de la viticulture du futur. Probablement. En tout cas, du génie végétal. Et si je dis pour Régis, parce que ça, pour moi, c'est un peu le paysage de l'avant-pétrole. C'est-à-dire qu'on avait tout sur place. Alors, est-ce que c'est le paysage de l'après-pétrole ? On verra. Mais ça, c'est sûr que c'est le paysage de l'avant-pétrole. Hein ? On produisait la fertilité des sols avec des plantes. Mais on produisait aussi l'énergie, mais on produisait aussi le bois de travail, mais je ne vais pas faire le détail, hein. Et puis on peut faire passer des moutons. Donc faire 3-4 productions sur le même mètre carré sans empiéter sur le rendement de la vigne. En agroécologie, sur les 33 000 fermes que nous paramétrons, il n'y en a pas une qui perd de l'argent, il n'y en a pas une qui perd du rendement. Qu'il y ait un temps d'adaptation, qu'il y ait un temps de mise au point, évidemment c'est une chose de l'importance, on y revient, d'y aller en groupe. J'ai mis le abeille, parce que c'est un terme très large, et puis d'autres après moi sont tellement mieux placés pour en parler. Mais la cause du déclin, elle est aussi du manque de ressources. Vous comprenez bien que dans des vignes comme celle-ci, ici en bas chez Jean-François Agut, des couverts roulés, écrasés, qui n'est peut-être pas arrivé encore, je ne sais pas s'il est là Jean-François, mais dans des paysages comme ça, on produit des ressources absolument incroyables et invraisemblables. J'en viens bien à la politique du mètre carré. C'est chaque mètre carré de sol qui doit être couvert. Est-il besoin de faire une répétition ? Sol nu, sol foutu. Merci. Sol couvert, sol. Ben voilà, tout simplement. Hein. Dans cette politique agroécologique, agronomique, dans laquelle l'eau, le sol, la biodiversité, le climat, le paysage, la productivité, l'emploi, le bien-être, la beauté sont pris en compte, c'est une politique du mètre carré. Je crois que c'est toi qui l'as dit d'ailleurs. Hein. Tu peux avoir plein de biodiversité autour. S'il n'y a pas les conditions d'accueil, ça ne fonctionne pas. Ou si mal. De la réserve en permanence, de la réserve d'eau, de la réserve de carbone, de la réserve d'azote, de la réserve de flux, de la réserve de sève, des sols vivants, des sols qui se réchauffent, des sols qui respirent, qui se transpirent, qui sont bien pourvus, bien carbonés, puisque ça, c'est le sujet. Ce vignoble, il stocke, fixe, pour longtemps, beaucoup de carbone. Des plantes en réserve, ici, avec de la taille physiologique, c'est des plantes qui sont moins sensibles au stress, moins sensibles aux aléas, moins sensibles à l'aridité et au gel. Je ne dis pas que ça fait tout, je dis moins. Mais un peu de moins partout, c'est toujours intéressant. Ici en Champagne. Dans ce triptyque gagnant,
après 3 ans de boulot dans le sud-ouest, puisque le sud-ouest a été nommé dans le sud-ouest, des colonies invraisemblables de champignons au bout de 3 ans, nourriture carbonée du sol, comme dans la forêt. Et quand je marche là, si je ferme les yeux, j'ai l'impression que je marche dans un bois. Et puis dans le sud-ouest, nommons-les ou pas, à Caucumont pour les initiés, cette année, un mildiou invraisemblable, un sol qui fonctionne, des vignes allongées, de la prévention, une récolte normale. À confirmer, à conforter. Il n'empêche que quand le sol commence à refonctionner, il se passe, bien évidemment, des choses intéressantes. Du coup, ça va trop vite. Dans ce triptyque, je finis de l'étayer, où j'insiste, où tous les grands cycles sont pris en compte, dans le triptyque de l'agroécologie. Alors moi, je le fais plus simple que vous, madame. Je ne vais pas faire des grandes longues phrases. Je le résume comme ça. Un sol couvert, de l'agroforesterie, donc la vigne dans son environnement, et tu l'as très bien décrit, sont les haies, les mares, les bouquets, les bosquets, etc., etc. Et puis, des réserves dans la plante. Ce triptyque-là est le triptyque gagnant. Ce n'est pas une mode, c'est le fondamental. Ce que je veux dire, c'est que l'arbre, et tu l'as bien approché, Simon, ça ne fonctionne pas si on fait les 3. Si on ne fait pas les 3, l'arbre va être très vite concurrent. Et là, du coup, mais l'agroforesterie, ça ne fonctionne pas. Taille physio, couverture végétale, sous toutes les formes, on ne rentre pas dans les tailles, et ce n'est pas mon objet. Et puis, cet arbre amortisseur, régulateur, le bon au bon endroit, ça ne veut pas dire qu'on va en mettre partout, loin de là. Je continue mon petit tour du monde, je ne sais pas où est la source. Voilà. Je continue mon petit tour du monde. Je vois qu'on récolte dans les arbres et on récolte avec des rendements. Alors, encore une fois, je vous montre des modèles, des principes avec des rendements somme toute intéressants parce qu'en réalité, on croit que c'est naturel, mais il n'y a rien de naturel. C'est extrêmement et finement géré et piloté. Et puis là, vous voyez, je suis juste avant les vendanges, je suis à Vouvray, sous des arbres qui ont déjà accueilli le lierre, des arbres qui ont une quinzaine d'années, et le chenin va bien sous les arbres. Des formes, les fameux hautains, ici avec soit les saules, soit les érables champêtres, mais vous voyez, toujours de la même façon, avec des cultures intercalaires, intermédiaires, mais toujours taillées, gérées, pilotées. Parce que la vigne, ça peut faire ça. Alors là, tout d'un coup, on l'utilise aussi pour faire du fourrage complémentaire pour les ruminants. En disant, mais cette plante, il a une quantité de vertus assez incroyable. Et vous voyez, ô combien sur une haie dans laquelle on la laisse 5 ans, sans la toucher, elle est capable de pousser vraiment de façon exponentielle. Alors ici, elle monte au peuplier en Corse, dans des zones relativement arides. Alors ici, elle s'accroche. Et puis là, je suis dans le Var avec les résilients. Et dans le Var, sur une terrasse abandonnée, dans une zone aride où il pousse quelques folles avoines, j'ai une vigne qui se connecte à l'olivier et qui est en train de littéralement l'envahir. Avec une pluviométrie qui doit être équivalent, je ne sais pas, dans le Haut-Var, de 350-400 mm à peu près. Selon les années, vous allez me dire. Travaille beaucoup sur l'aridité, il n'y a pas besoin d'aller loin. Là, on est dans un contexte extrêmement compliqué où l'arbre nourrit littéralement la vigne. Alors, dans le travail que l'on mène en ce moment avec nos unités, on va là, un peu partout. On a un nom de code où on regarde un petit peu. Le nom de code, c'est Tenerife. Dans nos projets, on va voir, on fait revenir de l'info, on envoie du monde, il y a des gens sur place et on arrache, on regarde, on mesure, on contrôle, on passe en laboratoire. En tout cas, il y a une constante, puisque l'aridité elle est plus qu'à nos portes, tous les territoires se déshydratent. Ça va, Simon, si je dis ça comme ça? Les territoires se déshydratent beaucoup, je trouve. Rapidement, des chasses d'eau extrêmement importantes, pour toutes les raisons que tu as bien évoquées. La constante de ces vignobles, c'est que toutes ces vignes-là sont allongées. Allongées. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de réserves. N'oublions pas de rappeler que ce sont les feuilles qui construisent les racines et pas le contraire.
Donc, de la même façon, on n'est pas en train d'affirmer en disant c'est comme ça qu'il faut faire, cette modalité-là ou celle-là. C'est juste un principe élémentaire. Cette liane s'est allongée un petit peu tout le temps et on l'a gérée et pilotée. Et plus c'est sec, plus on l'allonge. Dans la vigne, pour 100 ans, il est évident qu'il faut faire un état des lieux extrêmement précis. On ne peut plus se permettre des choses qui ont marché. Je peux en citer deux. C'est planté en avril sur un sol labouré, retourné, qui est resté nu pendant 2 ans. On est sûr que ça ne marchera pas, ou si mal. L'état des lieux, et c'est l'objet de l'intervention sur les plantes bioindicatrices, entre autres, permet finement, et très finement, de vérifier. J'en ai loupé un, décidément. Bon, je crois que j'avais une autre image. Dans cet état des lieux, et malheureusement, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, il est dit, peut-être que je me trompe, mais il est dit que 95% du vignoble est en mauvais état. Donc dans cette réforme, face à l'aridité, face au changement, face au choc climatique, il faut qu'on se mette, on a tous, dans la salle et ailleurs, on a tous un bout de la solution. Il faut qu'on se mette, parce que, d'ailleurs, d'après vous, il est en quoi? Je ne vous demande pas où c'est, mais c'est quoi comme viticulture, là? D'après vous? Traditionnel. C'est peut-être en biodynamie, c'est peut-être en bio, c'est peut-être en HVE, c'est peut-être en biodive quelque chose, on ne sait pas. Et oui, l'image ne nous le dit pas. Je sache. Si? Monsieur, vous avez l'air d'être dubitatif. En tout cas, le mal est dit. 95% du vignoble est en mauvais état. Vous voyez ici, la vigne, elle monte dans le frêne à 25 mètres de haut. Ici, au pied, vous avez du pourpier. Moi, j'appelle ça une plante pompier. On verra si on est d'accord avec les interventions suivies. C'est-à-dire, quand vous avez du pourpier, vous êtes aux portes du désert, souvent. De la compaction et du désert. Donc, quand on commence à n'avoir que du pourpier dans la vigne, je pense qu'il faut agir et réagir. Et puis là, le fameux Marceux Bourdarias vous montre un plan brûlé à cause d'une botte de paille qui était un peu trop proche, vous montre un plan qui, à 5 ans, n'est pas viable. Parce que ce plan, au-delà du fait qu'il soit planté à plat, compte tenu du fait qu'il ait 30 racines, il va être strangulé, comme toutes les vignes que vous arrachez qui ont moins de 80 ans. Systématiquement, ces plants sont strangulés parce qu'une vigne ne sait pas évacuer ses racines, donc elle les garde toutes, compresse, grosse sécheresse, et c'est une mort subite. Donc vous comprenez bien que dans cette approche de l'agroécologie et de l'agroforesterie en particulier, si je plante des arbres dans des vignes qui sont toutes strangulées à 15-20 ans, ça va commencer à déconner, fondamentalement. De la prudence, de cet état des lieux qui devrait arriver, le voici, le voilà. Les rigérons ici à Chirouble, mais peu importe. La gestion de l'herbe, comment on la coupe ou on la coupe pas, est-ce qu'on la fauche, comment on la laisse pousser, c'est quelque chose d'extrêmement fin. La gestion de l'herbe en vigne, qu'elle soit spontanée ou semée, c'est quelque chose d'extrêmement fin, parce qu'on peut aussi perturber, et ça vous est peut-être asseoir des vignes, entre parenthèses, c'est quelque chose qui doit être réglé au millimètre. Puis ici, je vous montre dans une parcelle ici, et puis dans la même à côté où il y avait des vaches depuis 20 ans, sous une bouse, et vous connaissez la valeur de la bouse. Dans la bouse, vous avez tout, ou presque, des éléments de fécondité du sol. On reviendra rapidement à l'animal, il y a les hormones de croissance dans la bouse. Je ne parle pas d'une agriculture en particulier qui l'utilise plus que d'autres. C'est une valeur de premier ordre. Nos écosystèmes ont évolué avec les ruminants. Quand on vous dit qu'il faut sauver la planète et pas boire de vin et pas manger de viande, c'est justement les deux qu'il faut faire. Et pas n'importe lesquels. L'état des lieux, il est là. Alors, il est ce qu'il est, puisque ça, je l'ai fait faire à des gens qui sont en insertion. Et c'est intéressant de voir qu'on manque de main-d'œuvre dans toutes les formes d'agriculture, pas que d'ailleurs, entre parenthèses, de la viticulture en particulier. Et des gens en insertion qui n'ont pas vraiment d'avenir, qui ne sont pas du tout du monde de l'agriculture, encore moins de la viticulture, se prennent au jeu, sont extrêmement curieux et sont capables, à 2 ou 3 modalités près, de vous dire exactement ce qu'il faut regarder dans une parcelle
et dans son paysage et dans son territoire. Hein. Souvent, on leur fait prendre, mais aux vignerons aussi, hein, une maille d'une centaine d'hectares pour qu'ils aient des points d'accroche et des points de repère pour se positionner dans ce territoire-là. Ils sont capables de vous sortir une liste quasi parfaite de ce qu'il faut regarder avant même de planter un arbre, avant même de replanter une vigne, ou même éventuellement de complanter. Un projet parmi d'autres. Pourquoi? Donc là, c'est sur une vigne existante, donc on ne change pas, on ne modifie pas grand-chose. Une vigne existante dans laquelle, et tu as beaucoup insisté dessus, Simon, il n'y a plus d'érosion. Donc il y a eu un travail de fond fait sur la couverture végétale des sols. Donc pourquoi je mets les arbres, à quel moment, dans quelles conditions? Bien évidemment, parce que mon mètre carré, je le retrouve ici. Mon mètre carré, il faut que j'ai mes 6 couples de mésanges, mes chauves-souris, mes abeilles solitaires, mes carabes, mes cirfes, j'en passe et des meilleurs, qui viennent tous les jours sur mon mètre carré de centrale, de l'importance de la biodiversité à l'intérieur de la parcelle et dans le sol en particulier, bien évidemment. Il est évident que ici, je fais bien circuler des champs mycorhiziens, du bois ici, il y a une petite ripisylve ici, en cours de construction, en régénération naturelle, donc mes mycorhizes, elles croisent. Je vais couper l'herbe sur le pied de Marc-André Sellos, qui dit clairement les mycorhizes font, pour la vigne en particulier, la nutrition, la prévention et la réparation. Tout passe, ou presque, par les mycorhizes. Donc le projet, sa description de l'importance de caractériser au mètre près pourquoi je plante tel arbre à tel moment, comment je vais le gérer, dans quelles conditions et à quelle fin. Quelques exemples d'assemblage possibles. Ils sont extrêmement nombreux et je crois qu'ils sont surtout votre affaire. Et je sais, et j'en connais quelques-uns, dans la salle des planteurs actifs et des acteurs de ce renouveau de l'arbre dans la vigne, parce que c'est votre projet, dans vos conditions, c'est votre chemin, votre cheminement, et c'est vous qui faites en sorte que ça marche. Et c'est ce qui est intéressant. Il n'y a pas de modèle type, en tout cas, j'en connais pas depuis le temps, et c'est pas plus mal. Mais par contre, il y a tout un tas de possibilités. Ici, je reviens rapidement sur mon arbre tétard. Je le taille à 2 ans, à 3, à 5 ou à 9. Parce que j'en mets beaucoup, parce que j'ai besoin d'une ombre portée, par exemple, à l'ouest. Vous avez vu les soleils de l'ouest depuis quelques années ? À 7 heures du soir, la violence de ces soleils qui vont tout griller et qui commencent à causer beaucoup de désagréments. Donc, pour dire quoi? Pour dire que mes arbres, et les arbres têtards en particulier, sont ajustables. Ils sont trop hauts, je les rabaisse, ils sont trop bas, je les relève, il y en a trop, j'en enlève, etc. Donc ça veut dire aussi des projets évolutifs. On n'est pas figé, fixé à se dire « j'ai mis 4 lignes d'arbres et est-ce que ça ne va pas être une catastrophe? Est-ce que je ne vais pas perdre de rendement ?» Puisque le sujet, ça reste bien évidemment ça. La mini-trogne, que j'ai un petit peu montré, c'est un outil qu'on a trouvé en élevage. Parce qu'ici, on produit du fourrage pour les animaux, du fourrage pour le sol et de la litière. Dans la question de la matière organique et de la fertilité, dans laquelle on reviendra demain après-midi notamment, mais pas que, le fumier, ça coûte une fortune aujourd'hui. Le compost, c'est pas bon pour la vigne, et le fumier, ça coûte une fortune. Produire sa fertilité, qui n'est pas la même chose que la fertilisation, c'est un sujet extrêmement important. Les formes génériques, les voici, les voilà. Ce que je vois ici, c'est qu'à chaque fois, je vous l'ai dit du pommier, à chaque fois, je travaille de l'espace, de la lumière, au bénéfice de la plante cultivée, dans notre cas, la vigne. Le vieil arbre, quand on parle d'agroforesterie, donc ici en haut, Marceau Bordarias, ici en bas, Hervé Covès, d'ailleurs cette photo est prise à Châteauneuf-du-Pape. Le vieil arbre, mémoire, disque dur, porte-parole, réservoir de biodiversité. Dans cette maille, quand il existe, il est extrêmement important et vous en connaissez la valeur en dehors même de la valeur paysagère ou esthétique. Il y a une association qui s'appelle, je viens d'oublier le nom, mais vous allez m'aider, sur les vieux arbres. Les arbres remarquables. Mais un vieil arbre, c'est un réservoir de vie absolument incroyable. Le saulosier, le vim dans certaines régions du Bordelais, par exemple, qu'on utilisait pour attacher, le vim au coin des vignes, le vim, saule, plante pionnière, première, qui répare les sols, compactés, usés.
Donc chacun a sa place dans un pas de temps. Ici, la restauration de l'amandier, donc beaucoup de possibilités. Tout ça pour dire qu'on travaille bien évidemment avec l'existant. Planter, c'est une chose. Régénérer et travailler avec l'existant, c'est important. Ici, des fous furieux qui laissent pousser les arbres dans les vignes, dans l'Aude, on va dire, et puis qui voient, qui les pilotent, qui les adaptent. Moi, planteur d'arbres, je vous dirais toujours que ça coûte moins cher et c'est plus efficace, surtout si ce sont les bons au bon endroit, dans les bonnes conditions. Cette régénération naturelle assistée, on est en train de faire des gros programmes dessus, d'insister lourdement, parce que beaucoup d'arbres dont on aura besoin peuvent pousser seuls. J'ai évoqué la ronce, berceau du chêne. Régénération naturelle assistée, parce que je pilote en bas, je pilote en haut, je gère. Si je veux une haie qui reste à 1 mètre de haut, je la taille et elle restera toute sa vie à 1 mètre. Mais pour faire revenir dans ce territoire en coopération, on a tous besoin de ces corridors, de ces régulateurs, de ces amortisseurs, de cette vie. Laisser pousser, ça marche formidablement bien. La bouture, le semis, la bouture, etc. Toutes les techniques sont possibles. La génétique, il y a un label aujourd'hui qui s'appelle Végétal Local pour réussir ces plantations. Il y a pas mal de conditions. Vous voyez, ici en Champagne, sur des vignes étroites et basses, je laisse pousser les arbres et puis après, je les gère au bénéfice de la vigne comme d'habitude. Le jeune plant, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, le jeune plant, 30-60, planter un arbre qui fait 2 mètres de haut dans une vigne avec beaucoup d'ensoleillement, ça ne marchera jamais. Les dégâts arriveront au bout de 5-6 ans. Donc le jeune plant d'1 an avec du paillage. Donc je remonte Tasquier parce que c'est une plantation réussite. Moi je l'avais élu plantation de l'année. C'est pour ça que je le remonte, Simon, de l'intérieur. Parce que c'est aussi parce que cette plantation-là ramène plus de diversité, pour ne pas dire de biodiversité, dans une zone qui s'effondre. Et ça veut dire que nous, modestes petits humains, hommes-femmes avec un génome plus faible que celui des plantes, on est capable d'abonder, d'améliorer la biodiversité comme outil de production. Est-ce que l'environnement est un problème? Quand on aura compris que l'environnement n'était pas un problème, on aura passé un grand cap. On se sera émancipé. Quand on aura vu que la biodiversité était le moteur de la productivité, ça ira mieux. Vous voyez, un arbre planté grand, 2 ans après, ça donne ceci. Je vous montre aussi le chantier qu'il ne faut pas faire dans la boue, au mois de mars, dans des conditions parfaitement déplorables, de sol mal préparé, des symbioses, de la fructification. Puis j'aime bien le cheval, moi, plutôt qu'il travaille le sol pour le bousier, j'aime bien le cheval qui roule les couverts végétaux, à bon entendeur. C'est tout aussi sympa. Les animaux, je l'ai dit, hein, on parle beaucoup de fertilité. Il semblerait que la fécondité vienne d'une plante mangée in situ et comment on dit, alors, pour pas que ce soit restitué, merci madame, restitué sur place. Donc que les animaux passent dans la parcelle, c'est probablement assez important. Les fruitiers, les arbres têtards, entretenir la vie 365 jours par an. Ici, le champ mycorhizien que vous voyez représente 96% des racines. Pour les vignes, les racines, ça sert strictement à rien, c'est juste un tuyau. Si c'est pas connecté à la rhizosphère, il se passe pas grand-chose. Et quand je regarde mon mètre carré de sol voûte dessus, j'ai des champs mycorhiziens, des vers de terre à profusion et beaucoup de carbone stocké. Voilà. Merci pour votre attention. N'oubliez jamais, boire un canon, c'est sauver un vigneron. Boire 2 canons sur sol vivant, c'est sauver le vigneron et les écosystèmes. Merci pour votre attention.